Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule dédiée au thème de l'énergie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui parlent un petit peu de manière générale sur la transition énergétique au Danemark, le marché enfin pas le marché de l'énergie, mais plutôt la bourse de l'énergie, Börse Group, la flexibilité électrique. Je vais continuer aujourd'hui pour cibler spécifiquement le marché de l'énergie et pourquoi la France appartenant à ce marché ne pourra jamais, jamais, a priori, retrouver des prix de l'électricité aussi compétitifs que ceux qui étaient celles qu'elle avait en 2008. Je vais partager mon écran avec vous. Ouais, je vais partager mon écran avec vous. Tac, donc là c'est fait normalement. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc voilà, là on est sur le site de l'ENSOE. ENSOE, c'est vraiment la structure qui gère l'ensemble des réseaux électriques européens. Voilà. Avant l'ENSOE, il y avait l'UCTE, et avant l'UCTE, il y avait l'UCPTE. UCPTE qui a été fondé en 1951 par les États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est déjà le premier point de tout cet ensemble. Dès que vous voyez maintenant des rapports sur l'ENSOE, l'ENSO-G, le gaz, et des directives sur les politiques européennes en matière d'énergie, vous devez garder à l'esprit que, à l'origine, l'ENSOE, c'est une création des États-Unis. Ok. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a mainmise du continent européen d'un point de vue énergétique par les États-Unis. Ça viendra peut-être avec le temps. Enfin, avec d'autres vidéos, j'irai dans ce sens-là certainement. Mais déjà, vous devez comprendre que tout ce qui a trait à l'ENSOE, derrière, il y a les intérêts économiques américains. Ça, c'est très important. Donc, Key Takeaway of the ELA 2020. Donc, vous pouvez lire la chose, hein, c'est assez intéressant. Voilà, je vais vous le passer. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est ici, hein, pour nous, voilà, c'est deux paragraphes. Dans ce paragraphe, il mentionne que dans le long terme, donc de 2030 à 2033, voilà, l'horizon 2030-2033, voilà, la viabilité économique montre qu'il y a un important risque sur la génération thermique. Génération thermique, il faut comprendre gaz, pétrole, fuel. Enfin, gaz, charbon, fuel, pardon, excusez-moi, gaz, charbon, fuel. Voilà. Mais en parallèle, simultanément, ça montre aussi un vrai potentiel pour les nouveaux investissements, notamment vers les centrales au gaz naturel. Donc ça devrait faire un tilt aussi chez tout le monde. Autant que l'ENSOE, c'est construction américaine via l'UCPTE, autant quand là vous entendez que voilà, sur à l'horizon 2030-2033, il y a potentiel important d'investissement pour les centrales au gaz naturel. Et ça, c'est porté par le fait que les market price au niveau du gaz sont très élevés par heure. Ça doit vous mettre une sensibilité. Si vous pensez que faire l'Europe de l'énergie, l'Europe de la transition énergétique, c'est tordre le cou justement à l'industrie du gaz au profit d'une énergie renouvelable qui pourrait être virtueuse, vous vous trompez. Voilà. Dans une précédente vidéo, j'ai vraiment montré avec le mécanisme du merit order que plus on mettait d'éolien, on va dire, sur le réseau, plus la portion d'éolien à être présente ou absente sur le marché doit être compensée par la même proportion de la seule centrale qui est capable de réagir très très vite. Et les seules centrales qui ont du dynamisme, on va dire, pour réagir vite à l'absence ou à l'absence ou à la présence d'éolien, ce sont les centrales thermiques.
Donc faire de l'éolien contribue en soi à faire du gaz et du charbon. Okay, très important. Deuxième point très important, en dépit des prix de gaz un peu inférieurs à ceux de 2022, le merit order, mécanisme que j'ai déjà présenté mais que je veux réintroduire tout à l'heure, le merit order entre le gaz et le charbon met plus de pression sur le gaz. Okay, donc, le mécanisme du merit order, je vous le montre maintenant. Hein. Donc, le mécanisme du merit order, c'est ça. C'est le fait de dire que sur le marché de l'énergie, je vais destiner à la vente d'abord les unités qui ont un coût marginal de fonctionnement le plus bas possible. Donc, dans un premier temps, l'éolien, le solaire, après le nucléaire, après le gaz, compensé du CO2, voilà. Après le charbon, compensé du CO2, et après le fuel, compensé du CO2. Sur le graphique que vous voyez là, on voit bien que le prix intrinsèque du gaz est supérieur à celui du charbon. Mais le charbon émettant plus de CO2 que le gaz, au final, la somme charbon-gaz comparée à la somme... Enfin, non. La somme gaz-CO2 comparée à la somme charbon-CO2 fait que voilà, la facture charbon est plus élevée que la facture gaz. Ce que nous dit le rapport précédent, là, celui-là, d'introduction de le Takeaway 2023, là, c'est que au niveau du merit order, il y a eu un décrochage entre le gaz et le charbon. C'est-à-dire que les prix de gaz ont été tellement élevés, que le gaz, même avec le CO2, est devenu plus cher que le charbon avec le même CO2. Donc là, il y a deux logiques. Il y a vraiment deux logiques. Soit vous pouvez croire la rhétorique qui vous dit que faire la transition énergétique en Europe contribue à faire baisser les émissions de CO2. Et là, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas comprendre qu'on va cramer du charbon plutôt que du gaz, parce que le charbon, quand on le crame, émet plus de CO2 que quand on crame le gaz. Voilà. Vous comprenez? Donc, si on pense que faire la transition énergétique, c'est vertueux, et que justement on va contribuer à faire baisser ces émissions de CO2, il faudrait que dans le merit order, donc, que le charbon reste plus cher que le gaz. Okay? Or, le rapport nous dit que le gaz a été mis à mal par le charbon au niveau du merit order, c'est-à-dire que le gaz est décalé à droite et que le charbon prend sa place. Si on reste dans cette logique qu'on veut faire baisser les émissions de CO2 et que voilà, il n'y a qu'une seule solution pour arriver à faire ça. Il faut augmenter la taxation du CO2 jusqu'à mesure pour rendre le charbon de nouveau plus cher que le gaz. Mais le gaz en soi émet déjà du CO2. Donc si on augmente la taxation du CO2 du charbon, forcément celle du gaz va aussi augmenter. Voilà. Donc même si on va dire on augmente la taxation du CO2 pour le charbon afin de décaler le charbon à droite sur la ligne du merit order, ok, le charbon va être plus cher que le gaz, mais le gaz, son prix de combustion avec le CO2 compensé, va quand même augmenter. Okay? Donc ça, c'est très important de le comprendre. Parce que c'est ce mécanisme-là qui détermine comment se passent les achats sur le marché de gros de l'électricité en Europe. Okay? C'est très important. Maintenant, je vais vous expliquer le marché de gros. Donc là, je suis sur le site de la Commission de régulation de l'énergie. Voilà, donc
C'est l'instance officielle de la régulation de l'énergie en France. Voilà. Donc tout ce qui est écrit, là, ici, a priori, c'est vrai. Donc, je vais pas tout vous lire, je vais vraiment essayer de vous expliquer de comment fonctionne le marché. Donc le marché de gros, c'est l'endroit où les producteurs et les fournisseurs se mettent autour de la table pour négocier et faire le prix final de l'électricité. Donc comme expliqué avec le merit order, c'est d'abord les productions, on va dire, de type éolien solaire qui viennent à être négociées, et puis peu à peu, on voit comment atteindre l'équilibre entre production et consommation. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait équilibre production égale consommation. Sinon, mécaniquement, physiquement, c'est les lois de l'ingénierie, le réseau va s'effondrer. Voilà. Ça, c'est indispensable qu'il y ait équilibre entre production et consommation. Voilà. Donc, le marché de gros, c'est l'endroit où on va négocier cela. Nous, les clients, on n'est pas au marché de gros, on est au marché de détail. C'est-à-dire qu'il y a le producteur, le marché de gros ici, le fournisseur ici. Le fournisseur achète au marché de gros l'énergie, il fait sa petite tambouille interne et le fournisseur, après, fournit l'électricité au client. Et là, c'est le marché de détail, le prix au détail. Okay, voilà. Donc maintenant, je reviens sur le marché de gros. Le marché de gros. Donc le marché de gros, on peut le diviser en deux parties. Il y a les produits à terme et les produits spot. Les produits à terme sont les produits qui sont négociés, on va dire, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 1 semaine, 2 jours avant le jour de consommation. Tout ça, ce sont les produits à terme. Voilà. Okay. Et 2 jours avant le jour de consommation, J-2, J-1, intraday, et maintenant ils développent aussi des algorithmes qui permettraient des échanges éclairs, on va dire, pour affiner encore l'offre et la demande, permettent de négocier l'électricité jusqu'à 5 minutes avant l'instant de consommation. Donc, tout ce gap de temps là de 2 jours, voilà, ça se négocie sur le produit spot. Ok ? Donc le produit spot, c'est une bourse Apex Spot, voilà, donc j'en ai déjà parlé, qui est détenue par le groupe EEX, European Exchange. Et European Exchange est détenu à 75% par Dutch Börse Group. Donc, tout ce qui est négocié là, en volatilité extrême par rapport à la date ultime de consommation, tout ça, grosso modo, ça contribue à faire le business model d'une société allemande de boursicotage, Dutch Börse Group. Ok ? Ça, c'est important. Donc, comme vous avez compris que le marché de gros est divisé en 2 sous-marchés, on va dire, le marché à terme, le marché de détail. Le marché à terme vend des capacités, enfin des productions de 3 ans avant jusqu'à 2 jours avant. Le marché de détail, enfin le marché spot de 2 jours avant jusqu'au jour de consommation. Ces marchés visent des productions de types différents. 3 ans avant, 1 an avant, 6 mois avant, 1 semaine avant et même 2 jours avant le jour de production. C'est très difficile pour une éolienne sur ce gap-là de dire bah ouais, je vais produire 100% de mon énergie, 80% de mon énergie ou 10% de mon énergie. C'est quasiment impossible. L'énergie éolienne est une énergie de marché, on va dire spot. Voilà, c'est souvent 2 jours, 1 jour et même 3 heures avant que l'on sait réellement, concrètement, comment va être la production de type éolien. Voilà. Donc l'éolien se négocie, je pense,
J'ai pas les chiffres, hein, mais c'est pour vous donner. Je pense que l'éolien se négocie à 98% le marché spot. Voilà. De la même manière, comme on n'arrive pas à prédire la présence ou l'absence d'éolien, la présence ou l'absence d'éolien doit être compensée à la hausse ou à la baisse par les seules unités qui sont capables de le faire, c'est-à-dire le gaz, le charbon ou le pétrole. Le gaz, le charbon et le pétrole vont donc être négociés eux aussi, de facto, sur ce marché spot. Ok. Voilà. A contrario, les centrales nucléaires et les centrales hydrauliques, les gros barrages hydrauliques, on sait prévoir sur le très long terme, sauf sauf une grosse panne, sauf un problème sur un transfo ou sur une turbine, on sait prévoir 3 ans avant si la centrale tournera, 6 mois avant si les barrages, 6 mois avant le barrage hydroélectrique, on sait combien de flotte il aura. Voilà. Et ben une centrale nucléaire, c'est à peu près pareil. Une fois qu'on a rechargé en combustible une centrale, voilà, c'est parti pour 5 ans, pour 10 ans peut-être. Donc, 10 ans, c'est peut-être pas sûr, mais je crois que c'est 5 ans, hein. Une recharge en combustible, je crois que c'est 5 ans pour une centrale. Donc, on sait parfaitement déterminer 3 ans avant le fonctionnement, la présence ou l'absence, on va dire, des centrales nucléaires. Et 1 an avant, on sait largement prédire quel va être le niveau d'un barrage hydroélectrique. Voilà. Donc, centrales nucléaires et barrages hydroélectriques vont plutôt être négociés, non pas sur le marché spot, mais plutôt sur le marché à terme. Voilà. Donc le marché à terme et le marché spot sont divisés en sous-produits, voilà, en sous-produits, en sous-catégories de produits. Donc là, je vais aller sur le site de Engie, qui est Engie Belgique, mais vous en foutez parce que je pense que c'est à peu près pareil en Engie France. Donc je vais d'abord faire le marché spot. Donc le marché spot, on voit bien qu'il y a un prix spot monthly. Donc c'est pas qu'il n'est pas négocié au mois avant, hein. C'est juste qu'il fait une moyenne. Ce marché spot fait une moyenne de ce qui est prévu sur le mois d'avant pour la consommation, pour que cette moyenne-là soit récupérée sur le e-spot hourly, okay, l'heure avant. Voilà. Donc là, on a deux produits, donc monthly, hourly. Donc ça, c'est le marché spot. Et le marché à terme, donc ce qu'on appelle le marché forward, lui est divisé en 3 produits. Il y a le CAL, donc ça veut dire c'est la production qui peut être proposée, donc ce qu'on appelle en CAL plus 1, CAL plus 2 ou CAL plus 3, ce qui peut être proposé pour l'année suivante, pour dans 2 ans ou pour dans 3 ans. Après, il y a le Q. Il y a le Q plus 1, Q plus 2, plus 3 et plus 4, qui là correspond non pas en termes d'année, mais en termes de trimestre. Voilà. Un trimestre avant, 2 trimestres avant, 3 trimestres avant, 4 trimestres avant, on peut négocier certains volumes d'électricité, d'énergie. Et après, il y a le M, qui, M plus 1, M plus 2, M plus 3, qui correspond, elle, c'est plutôt une fourniture le mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant. Voilà. Donc, toujours sur Engie, là on voit que, je passe à la page d'après, c'est que le marché de l'énergie, on va dire en CAL, il y a un CAL plus 25, 26, 27, 24, en Q24, Q23, vous voyez, on le voit bien, et avril, mai et juin 2024. On a ceci pour l'électricité, mais on a ça aussi pour le gaz. Très important de voir que le marché du gaz et le marché de l'électricité fonctionnent de la même manière en parallèle. Alors je ne vais pas dire en symbiose parce que je n'ai pas encore une preuve vraiment que ça marche en symbiose, mais ils sont clairement en parallèle. Voilà. Ils ont les mêmes mécanismes et c'est la même logique qui sous-tend ces marchés. Voilà. Donc, je vais faire un petit détour par la définition que la Creux, non pas ici, voilà, que la Creux nous donnait à propos des produits de marché de gros. Grosso modo, la Creux dit, voilà, c'est que
les produits à terme sont des produits qu'on négocie bien avant la date de consommation. Donc ces produits, voilà, tel qu'il dit, ayant un horizon plus lointain et correspondant a priori à la moyenne des prix spot anticipés sur une période considérée, les prix des produits à terme sont moins volatiles que les prix spot. Ça, c'est la théorie. Alors, en théorie, c'est vrai que c'est vraiment sur le J-2, J-1 intraday et 5 minutes avant l'instant de consommation qu'il y a les plus grosses variations de prix de l'électricité. Voilà. De même que le gaz, pareil pour le gaz. Et donc, quand je dis que Deutsche Börse Group détient à 75% European Exchange qui détient Apex Spot, quand je dis que la fluctuation de la présence de l'éolien, voilà, l'absence ou la présence d'éolien sur le mix énergétique qui fait varier d'autant la consommation de gaz, ça permet des spéculations à la hausse ou à la baisse du coût de l'électricité et que ça fait donc le jeu spéculatif de Deutsche Börse Group. Clairement, là, sur ce mécanisme-là, le marché européen de l'énergie, c'est le modèle économique d'un groupe allemand de boursicotage. Tout simplement. Là, on n'est pas en train de faire le marché européen de l'énergie pour les consommateurs. Que ça soit très très clair. D'ailleurs, les faits donnent raison aussi à ce que je dis. Donc, nous, on voit un prix de l'électricité qui augmente tout le temps. Même s'ils mettent plein de mécanismes pour nous aider, je vais montrer dans la vidéo que ces mécanismes ne serviront à rien, notamment pour les Français. Par contre, ce mécanisme de marché européen de l'énergie, clairement, que dit l'Union européenne, ils veulent faire le marché européen de l'énergie, c'est faire un modèle économique qui correspond au modèle économique de Deutsche Börse Group. Okay. Donc, pour revenir à la définition de la CRE qui nous dit que voilà, techniquement, les marchés à terme de gros là, sont moins volatiles que les prix spot. Regardons la réalité en face. Quelle a été la réalité? Donc là, je vais sur un rapport de vie publique. Donc ce viepublique.fr, c'est pas mal. Vous trouverez plein d'informations, notamment sur l'énergie. C'est vraiment pas mal fait. Une question, c'est pourquoi le prix de l'électricité évolue-t-il? Voilà. Explication. Les prix sont particulièrement liés à la tendance du marché de gros européen. Marché de gros dont je viens de vous expliquer le fonctionnement. De 50 € le mégawattheure en début d'année 2021, le prix de gros est passé à 222 € en décembre 2021. Et au cours de l'été 2022, le prix de l'électricité prévu pour être livré en 2023 est monté jusqu'à 1000 €. On notera la finesse d'analyse de la CRE qui nous dit que techniquement, le marché à terme, c'est celui qui est le moins volatile. Voilà. Donc là, on a clairement en face de nous là, des théoriciens, des dogmatiques d'un schéma qui, soumis aux faits, ne tient pas la route. Dire que le marché à terme européen de l'énergie est un marché non volatile, c'est un mensonge émonté. Alors, c'est peut-être bien de le croire, mais les faits montrent que ça n'est pas ça. Voilà. Et le marché, on va dire, le marché spot, lui, est clairement volatile. Ça, on sait, c'est même assez incroyable tellement il est volatile. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour vous donner les idées, quoi. Maintenant, pour expliquer comment le prix final que nous, consommateurs, on a. Parce que là, on voit, voilà, en 2022, c'est monté à 1000 € le mégawattheure. Mais attends, on va payer une fortune. Alors, on ne paye pas 1000 € le mégawattheure, nous, consommateurs, parce que justement, nos fournisseurs, quand ils se sont fournis en électricité sur le marché de gros, quand le prix était de 1000 € le mégawattheure, eh bien, ce jour-là, à 1000 € le mégawattheure, pour la fourniture du jour, voilà, les fournisseurs avaient déjà réalisé leur approvisionnement 3 ans avant, 2 ans avant, 1 an avant, 6 mois avant,
3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant, une semaine avant. C'est-à-dire qu'il y a eu échelonnage du prix qu'ils vont fournir, enfin, échelonnage du prix payé sur 3 années de tarification différentes. Et c'est cet échelonnage qui fait au final le prix du jour. Donc là, techniquement, il nous dit, pour l'été 2022, on était à 1000 euros pour une fourniture en 2023. Je pense bien que les fournisseurs, ils ont peut-être dû en prendre parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils n'ont pas pris le gros de leur électricité ce jour-là. Peut-être qu'ils ont pris, je ne sais pas, 3%, 3% de leur énergie, ils l'ont pris ce jour-là, alors que 90-92% avaient déjà été complétés sur les périodes d'enchères précédentes, 3 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois avant. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme cela que se fait le prix, non plus le prix de gros, mais le prix au détail que nous on va payer. Là, c'est que le fournisseur, lui, a eu un panachage, on va dire, de plusieurs produits qu'il a pris sur les marchés, donc le cal, le Q, le monf et après le spot, pour établir un prix. Voilà. Et c'est une fois que le fournisseur a fait sa petite tambouille interne qui détermine le prix détail pour le client. Voilà. Je vais, malgré tout, faire une petite digression. Je vais revenir sur le site internet de la